Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webcast distribué par le GUS et qui sera consacré aux ressources Governor sous SQL Server 2014. Donc pour me présenter rapidement, mon nom est Sarah Bessard, je suis MCSA SQL Server et consultante pour la société TeamVidia. Donc avec la virtualisation et tout ce qui en découle, notamment le cloud, on est dans un environnement où les capacités hardware des serveurs sont relativement importantes. Et tout ça s'accompagne d'une politique de mutualisation grandissante, d'où la nécessité de distribuer intelligemment ces ressources. Donc, ce Governor, il a vu le jour sous SQL Server 2008 et répond à une problématique qu'on appelle le voisin bruyant. Donc l'objectif, c'est tout simplement d'offrir un niveau d'isolement plus efficace dans une instance SQL en limitant l'utilisation des ressources. Donc pour faire simple, son rôle, c'est de gérer la charge de travail pour une instance SQL. Donc le ressource Governor est limité au moteur de base de données. Il ne couvre ni intégration services, ni reporting services, ni analysis services. Et il n'est disponible que sur les éditions développeurs, enterprise et data center. Alors il faut savoir que le ressource Governor ne doit surtout pas être utilisé en même temps que la fonctionnalité système Windows System Resource Manager. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc pour rappel, Windows System Resource Manager, ça permet d'allouer des ressources CPU et mémoire aux applications, services et processus, mais avec une granularité serveur. Donc à titre d'exemple, on va pouvoir distribuer la charge CPU entre différentes instances SQL sur une même machine. Donc cela dit, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que la fonctionnalité a été supprimée sous Windows Server 2012 R2. Alors concrètement, le ressource Governor, comment ça marche? Bien c'est très simple. Nous avons des demandes OLTP en entrée qui possèdent chacune des attributs de session qui peuvent être le login, la base de données, l'application ou encore le hostname. Donc suivant ces attributs, à l'aide d'une fonction de classification, les demandes vont être redirigées vers le groupe de travail associé au pool de ressources qui va bien. Alors sur chaque pool de ressources, on va pouvoir appliquer des règles d'usage sur le CPU, la mémoire et plus récemment les I/O. Ça, c'est une nouveauté qui est fournie par SQL Server 2014 que nous allons explorer au cours de la démo qui va suivre. Alors nous avons en plus un groupe de travail par défaut et son pool vers lequel sont redirigées les demandes dont la classification a échoué. Et nous avons également un pool interne qui lui est dédié aux tâches d'arrière-plan SQL et aux connexions DAC. Alors une connexion DAC, c'est un mode de connexion de secours, hein. Je pense que je vous apprends rien. Alors, il y a, pour résumer, trois composants dans le ressource Governor qui sont, la fonction de classification qui joue le rôle d'aiguilleur, 2, les groupes de travail, autrement dit les groupes d'appartenance des demandes clientes, et enfin les pools de ressources associés sur lesquels sont appliquées les règles d'utilisation CPU, mémoire et I/O. En termes de sécurité, pour gérer le ressource Governor, vous aurez besoin des permissions suivantes. Contrôle serveur qui fait partie du rôle sysadmin et qui va vous permettre de changer la configuration du ressource Governor. Et enfin, view server state qui fait partie du rôle serveur admin et qui va vous permettre de visualiser sa configuration. Alors maintenant, on va passer à la démo qui va... Ici, on va d'abord voir la distribution CPU et en deuxième partie la distribution des I/O. Alors la première chose que je vais faire, c'est changer l'affinité processeur sur ma machine de manière à n'exploiter qu'un cœur sur les 4, soit 25% des capacités processeur pour éviter de plomber cette présentation. Voilà,
Ça c'est fait. Et donc maintenant, on va créer 3 comptes SQL qui sont supposés exécuter différentes tâches. Donc on a le compte user production, user maintenance et user reporting. Qui sont maintenant créés. Et on va maintenant entrer dans le vif du sujet en procédant à la création de 3 pools de ressources qui sont low pool, medium pool et high pool. Alors, sur chacun de ces pools de ressources, on va pouvoir appliquer les règles suivantes. Donc, on va pouvoir réserver minimum processeur et un pourcentage minimum de mémoire en modifiant les valeurs min CPU%. Mais on va également pouvoir limiter leur utilisation en attribuant une valeur max CPU% et max memory%. On va pouvoir appliquer aussi une limite d'utilisation fixe du CPU en modifiant la valeur de cap CPU%. Parce qu'en fait, les charges de travail peuvent utiliser la capacité processeur au-dessus de la valeur max CPU% tant qu'elle est disponible. Mais ça n'excédera jamais la valeur qu'on a attribuée à cap CPU%. Pouvoir personnaliser l'affinité processeur en modifiant la valeur affinity scheduler. Et enfin, petite nouveauté donc fournie par SQL 2014, on va pouvoir définir le nombre d'opérations en lecture-écriture en modifiant les 2 derniers paramètres, donc la valeur min et max. Donc on va créer ces pools de ressources et dans un second temps, on va également créer 3 groupes de travail. Donc reporting group sera associé au pool de ressources low. On a le groupe de travail maintenance group qui sera lui associé au pool medium. Et enfin, on aura le groupe de travail associé au pool high. Alors sur chacun de ces groupes de travail, on a aussi la possibilité de customiser un certain nombre de paramètres. L'importance. Alors l'importance des groupes de travail dans un même pool, en fait, ça correspond à un ratio sur le nombre de threads. En d'autres termes, on va autoriser dans la file d'attente 9 threads d'importance haute, suivi de 3 threads d'importance médium, suivi de On a également le paramètre request max memory ground %, qui correspond en fait au pourcentage de mémoire maximum pour l'exécution. On a le paramètre request max CPU time second, qui lui correspond au temps processeur maximum, toujours pour l'exécution d'une requête. On a également le paramètre request memory ground timeout second, définit le délai d'attente maximum pour l'allocation mémoire. On a également le paramètre maxDup qui lui correspond au degré de parallélisme maximum pour une requête. Alors pour rappel, le parallélisme, pour faire simple, c'est le fait de découper une requête en plusieurs threads. Et enfin, on a le paramètre groupMaxRequest qui lui désigne le nombre maximum de requêtes simultanées dans un même groupe de travail. Donc on va créer les 3 groupes de travail, donc reporting group, maintenance group et production group. Et on va passer maintenant à la fameuse fonction de classification. Alors comme indiqué tout à l'heure, elle joue le rôle d'aiguilleur. Donc dans le cas présent, on utilise l'attribut username pour rediriger chaque demande. Donc c'est très simple.
Si c'est le compte SQL User Reporting qui est utilisé, alors on redirige la demande vers le groupe de travail Reporting Group associé précédemment au pool Slow. Si c'est le compte SQL User Maintenance qui est utilisé, alors on redirige la demande vers le groupe de travail Maintenance Group associé précédemment au pool Medium. Et enfin, si c'est le compte SQL User Production qui est utilisé, alors on redirige la demande vers le groupe de travail Production Group associé précédemment au pool High. Et sinon, on redirige la demande vers le groupe de travail par défaut. Voilà. Donc on va la créer, cette fonction. Donc la configuration du ressource gouverneur est quasiment complète. Donc on va pouvoir la retrouver dans la section Management, Ressources Gouverneur. Et là, on a bien nos 3 pools de ressources ainsi que leurs groupes de travail respectifs. Et si on édite les propriétés du ressource gouverneur, on accède à la configuration, mais c'est pas tout à fait exhaustif. Typiquement, on ne visualise pas la définition des IO sur les pools de ressources ni la valeur cap sur le CPU. Alors, pour visualiser la configuration complète, on va tout simplement interroger les DMV dédiés aux ressources gouverneurs. Que voici, il y en a 2 pour checker la configuration. Donc là, on retrouve bien nos 3 pools de ressources, leurs règles associées, ainsi que les groupes de travail liés et leurs paramètres respectifs. Alors, pour compléter notre configuration, on va définir une valeur max sur le pourcentage CPU sur chacun des pools de ressources. Donc on va allouer, mettons, 20% de CPU max au pool low, 30% au pool medium et 50% de CPU max au pool high. Voilà. Et maintenant que la configuration du ressource gouverneur est finalisée, reste à simuler une charge de travail CPU à l'aide des 3 comptes SQL créés tout à l'heure. Donc User Reporting, User Maintenance et User Production vont chacun exécuter la même requête en boucle. Alors pour ce qui est de la requête de simulation de charge CPU, elle est assez basique. Parce qu'on va chercher la version d'SQL Server en boucle. Alors on va observer comment est distribuée la charge à l'aide du perfmount, entre autres. Et alors, au niveau des compteurs SQL, on a une section qui est dédiée aux ressources gouverneurs pour notre instance. On va juste sélectionner le compteur qui nous intéresse, à savoir le pourcentage CPU sur tous les pools de ressources disponibles. Alors étant donné qu'on utilise 25% des capacités processeurs de la machine, je vais modifier l'affichage en conséquence pour que les graphes soient plus parlants. Voilà. Donc nos compteurs sont prêts. On n'a plus qu'à lancer la charge de travail. CPU. Voilà, c'est fait.
Alors a priori, les graphes d'usage CPU sont conformes à ce qui a été alloué dans le ressource gouverneur. On va aller vérifier pour la forme. Donc pour rappel, le pool slow utilise bien 20% approximativement. Le pool médium 30% et le pool high 50% du CPU. Donc tout va bien. Alors là on est passé par le perfmon, mais on peut aussi vérifier la distribution de la charge en croisant les DMV habituels avec une petite nouvelle qui est ressource gouverneur workload group en passant par le groupe ID. Alors je vais l'exécuter. Cette requête va aussi nous permettre de vérifier que la fonction de classification fait correctement son job. Parce que le résultat nous indique que la connexion SQL User Production a bien été redirigée vers le groupe de travail Production Group, etc., etc. Donc pour finir la démo sur la distribution du CPU, on va à nouveau modifier la configuration du ressource gouverneur. Mais cette fois, on va inverser les courbes des pools de ressources low et des pools de ressources médium. On va juste inverser les valeurs. Donc on va allouer 30% de CPU max au pool de ressources low et 20% au pool de ressources médium. On va observer ce qui se passe au niveau du perfmon. Et là, on observe qu'effectivement, les courbes se sont bien inversées. Donc, le pool de ressources low utilise désormais 30% du CPU, alors que le pool médium, lui, est passé à 20%, comme on l'a stipulé dans le ressource gouverneur. Et le pool high utilise toujours 50%. Voilà, donc on a fini la première partie qui concernait la distribution CPU. On va passer maintenant à la distribution des I/O. Alors, on va à nouveau modifier la configuration du ressource gouverneur. Et cette fois, l'unité de mesure n'est plus la même. On n'est plus en pourcentage, mais en nombre d'opérations en lecture-écriture. Donc on va respectivement autoriser 10 opérations en lecture-écriture, grand maximum pour le pool low. On va autoriser 20 opérations maximum pour le pool medium et enfin 30 opérations pour le pool high. C'est parti. Donc on va retourner dans le perfmon, sauf que cette fois, on va sélectionner le compteur qui va bien dans la section ressources gouverneur, à savoir disque, les lectures sur le disque, mais surtout les pools de ressources disponibles. Voilà. On va également repasser en affichage classique
parce que l'unité de mesure a changé, hein, on n'est plus en pourcentage, on est en nombre de lectures, écritures. Et enfin, on va simuler une charge de travail I/O. Alors, pour ce qui est de la requête, c'est à nouveau très basique, hein. On utilise trois grosses tables if sans index, et on lance une recherche dessus. Donc je m'apprête à lancer la charge de travail sur les I/O et on va observer ce qui se passe. Et alors là, c'est toujours conforme. Donc le pool low effectue plutôt 10 opérations en lecture, alors que le pool medium effectue 20 opérations max en lecture, et enfin le pool high effectue 30 opérations en lecture, c'est conforme. Donc on va maintenant augmenter le nombre de lectures-écritures pour chacun des groupes, enfin des pools ressources, pardon, et on va observer ce qui se passe. Donc sur le pool low, on autorise 20 opérations en lecture-écriture maximum. Sur le pool medium, 30 opérations en lecture-écriture, et sur le pool high, 40. C'est toujours conforme. Donc, les courbes se sont ajustées. Donc, on est bien passé à 20 sur le pool low, à 30 sur le pool medium et à 40 sur le pool high. Alors, pour auditer le ressource gouverneur, vous avez la possibilité d'utiliser le profiler, mais aussi le X-Event. Alors, j'ai créé une session rapidement. Ça met un petit peu de temps, visiblement. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pas grave. Bon, on va plutôt éditer la trace. Oui, j'ai compris, c'est pas la bonne trace. Je suis désolée, j'ai pas enregistré les bons événements, donc je vais pas pouvoir vous montrer. C'est pas grave. Donc, pour revenir à l'audit, on peut utiliser le X-Event et le profiler pour éventuellement détecter des violations au niveau du temps CPU, ce genre de choses. Vérifier la distribution aussi, etc., etc. Alors, cette présentation est terminée, donc voici quelques liens. Il y a une doc de référence qui contient entre autres quelques patterns pour la fonction de classification. Il y a également tous les compteurs liés au Perphone qui sont décrits dans les deux liens suivants. Et si vous avez besoin de générer de la charge, vous pouvez utiliser deux utilitaires qui sont SQL Query Stress ou SQL Load Generator.
Voilà, c'est terminé. Merci Sarah, on va peut-être prendre quelques questions. Pas de questions? Si on a David qui est en train d'en rédiger une, je pense. Tu as des questions dans le chat, Sarah? Alors, je vais voir dans le chat. Voilà. Alors c'est une très très grosse table. Enfin, il y a 3 grosses tables en fait. Alors, je sais plus combien il y a d'enregistrements. Je suis en train de regarder. Il y en a des millions par table, ça c'est sûr. Alors, issues. Je suis désolée, j'ai pas mis le séparateur de milliers. Donc il n'y a aucun index dans cette table. C'est-à-dire, ah, ça doit faire une trentaine de gigas à peu près. Alors, je regarde. Alors, je ne sais pas s'il faut lui faire confiance. Il faudrait regarder comment se comporte le ressource gouverneur en cas de contention. J'ai des doutes là-dessus. Voilà. Oups. D'autres questions? Alors, juste pour revenir aux violations, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est par rapport à ce paramètre-là. Alors, les violations de temps processeur, c'est lié à un paramètre qu'on peut définir au niveau du groupe de travail, donc le request max CPU time par seconde. Donc voilà, je sais que par le profiler, c'est tout à fait possible d'afficher une erreur liée à une requête qui n'a pas pu s'exécuter parce qu'elle dépassait le temps imparti. Voilà. Ça répond à votre question? Mais il y en a peut-être d'autres à creuser. Il faut voir la doc de référence que j'ai mis dans la présentation. Donc la fameuse doc de référence, c'est celle-ci, à télécharger d'urgence.